On va vous proposer de démarrer en vous demandant de bien vouloir nous excuser pour ce retard, mais on voulait qu'il y ait le maximum de monde présent. Et puis, donc désolé surtout aux gens qui étaient à l'heure de leur faire payer, on va dire, le retard de certains nombres, mais qui effectivement ont certainement de bonnes raisons pour ne pas être avec nous. Alors, je vous accueille en tant que président du fonds Campus des Agricultures, fonds de dotation donc créé à l'initiative de l'ESA en février 2020, quelques jours avant le confinement. Donc il faut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de chance et que évidemment ça a perturbé le développement du campus qu'on a présenté donc au salon de l'agriculture en 2020. Hein. Donc vous avez je vous donne l'objet du fonds de dotation dont le sigle, le slogan c'est reconnecter, semer et innover. Pardon ? Et s'aimer, pardon. Et reconnecter, même connecter, parce que reconnecter, parce qu'il y a des gens qui ne se parlent plus dans notre monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ou qui se regardent un peu en chaîne faïence. Et c'est important d'essayer de rapprocher les points de vue. Connecter, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne se connaissent pas, il y a des porteurs des acteurs nouveaux, il y a effectivement des acteurs anciens, des gens qui ont des idées, qui n'ont pas d'argent, d'autres qui ont besoin d'un coup de pouce au démarrage. Il y a des étudiants qui veulent faire des études, mais qui ont un certain nombre de difficultés. Et on l'a bien vu dans la période Covid, où on a essayé d'aider un certain nombre d'étudiants par des bourses pour leur prendre en compte le plus possible un certain nombre de surcoûts générés par cette situation. Donc le campus s'est mis en place avec beaucoup d'efforts et de difficultés, mais on a pu réussir à mener un certain nombre de missions sur nos 4 axes d'intérêt majeurs qui sont, d'une part, accompagner la diversité sociale. Ça veut dire encourager effectivement les étudiants, les aider, quelles que soient leurs origines, à rentrer dans l'école, à faire des parcours également. Il y a de plus en plus de parcours plus ou moins complexes, des recrutements parallèles dans toute la diversité des formations à l'ESA, et c'est tant mieux, et c'est une très bonne chose. Donc notamment dans ce cadre-là, on a mis en place un fonds de solidarité avec l'aide des anciens, notamment pour, je l'ai dit, prendre en compte les difficultés liées au Covid, mais également l'accompagner l'ouverture internationale de l'école, des étudiants. La première belle réussite l'an dernier, c'est le concours Beyrouth Identity que nous avons initié, aidé à monter avec des partenaires, dont l'école de design de Nantes, et qui consistait à mettre en place un concours d'idées pour essayer de pallier aux difficultés, à notre mesure bien entendu, parce que l'événement était énorme, de l'explosion des stockages de nitrate d'ammonium. Je pense que vous avez tous en tête cet événement désastreux qui s'est produit au Liban. Mais c'est aussi favoriser les innovations pédagogiques. Et dans ce cadre-là, le fonds, avec ces cadres notamment, ont réussi à trouver des financements pour des soutiens. Je pense notamment à la chaire de mutation agricole, mais aussi des soutiens dans le cadre des protéines alternatives. Et là, l'idée, c'est évidemment de connecter la recherche, l'innovation, le développement des territoires, bien entendu, dans lequel on souhaite agir. Et puis, bien entendu, c'est le soutien à l'entrepreneuriat des étudiants. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ce soir autour de cette thématique importante qui est donc un des 4 axes majeurs du fonds. Et nous avons choisi de travailler sur l'entrepreneuriat à impact sociétal, impact social, impact dans tous les domaines, globalement sociétal, on va dire. Nous escomptons évidemment cette soirée essayer d'en faire un peu un tremplin pour le concours entrepreneuriat
peut-être que certainement Nicolas vous en dira un peu plus, qui doit avoir lieu au mois de mars, où nous essaierons de récompenser des idées particulières et intéressantes en matière d'entrepreneuriat étudiant. Voilà, donc ce soir, ce que nous cherchons, c'est évidemment à réfléchir ensemble et à entendre un certain nombre de témoignages. Nous remercions les témoins, les porteurs de projets qui ont bien voulu nous rejoindre. Nous remercions aussi évidemment tous les participants et particulièrement aussi les représentants des mécènes qui nous aident dans ces financements. Ce qu'on cherche ce soir, c'est évidemment de faire parler du fonds pour que ça puisse générer des apports de moyens pour mener les politiques de moyens en termes de mécénat pour aider à mettre en place les politiques que nous portons. Hein. Mais c'est aussi de faire se rencontrer des gens, c'est aussi recevoir vos idées, hein, puisque nous voulons un carrefour de rencontres pour faire avancer la cause de l'agriculture, de l'agroalimentaire et globalement de sa place dans la société. Voilà, je vais laisser la parole à Nicolas maintenant. Merci. Merci, merci Jean-Marc. Je pense que du coup c'était très bien que tu puisses repréciser aussi l'objet du fonds qui du coup accueille et on va petit à petit rentrer dans le détail de la thématique, notamment de l'entrepreneuriat à impact. Je vais vous en dire quelques mots. Avant ça, quand même vous dire que le campus d'agriculture, donc le fonds de dotation, vous l'avez compris, hein, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fonds de dotation, vous pouvez dire fondation, hein, si vous voulez, c'est à peu près la même chose. On est des vrais gens. Ces vrais gens ont été pris en photo un jour, en septembre, juste avant un conseil d'administration. Ils sont là. Voilà, donc vous avez les administrateurs et puis l'équipe opérationnelle, donc principalement du coup, là vous avez sur la photo notamment Angélique Thébault qui est chargée du mécénat, donc dans mon équipe qui s'appelle la direction des relations entreprises, des alumni du mécénat, moi du coup en tant que directeur général du fonds de dotation, et puis les administrateurs qui sont là ce soir, et certains sont représentés, Myriam Germain, j'ai vu Céline Brasse, Jean-Marc Valory évidemment, donc voilà, on les remercie. Et du coup, je vais pas trop m'éterniser sur les éléments de présentation de cadrage du campus d'agriculture, mais juste vous dire quand même que voilà, aujourd'hui, on va se situer là, en bas à droite. Nous, évidemment, nous, on est en fait avec vous, hein, parce que c'est nous, avec vous. Nous, ce qu'on veut faire, c'est transmettre la connaissance scientifique. Donc ça, c'est le premier axe sur l'innovation scientifique, pédagogique. On veut soutenir les étudiants, donc avec la diversité sociale, on a parlé, le projet de bourse, on a commencé par ça parce qu'on a commencé en pleine crise Covid, ça a été notre premier axe. Et il y a eu des communications qui ont été faites sur le site web de l'ESA très récemment sur ce nouveau dispositif qu'on remet en place. Favoriser la mobilité internationale, notamment on a parlé du projet Beyrouth Identity, et évidemment donc ce soir on va parler d'encourager l'entrepreneuriat étudiant. Nous on constate à l'ESA qu'il y a un vrai engouement sur la dynamique entrepreneuriale. L'ESA est un des établissements supérieurs aujourd'hui dans les Pays de la Loire qui est le mieux représenté en termes de contingent d'étudiants entrepreneurs. Donc ça vraiment je pense qu'il faut l'encourager, parce que si on est fort, il faut renforcer nos forces aussi. Donc c'est là aussi où le campus d'agriculture est là justement pour rassembler des moyens, pour permettre du coup aux étudiants entrepreneurs derrière d'avoir aussi des outils, du coaching, un suivi, le fait de pouvoir les challenger aussi sur des concours, les amener à rencontrer des mécènes aussi avec qui ils vont pouvoir discuter. Donc voilà, on est là, nous, pour ça, pour aider du coup l'ESA derrière à accompagner l'entrepreneuriat étudiant. Si ça ne vous embête pas, je vais juste enlever mon masque en tant que personne qui parle, c'est possible sur la scène, ce sera plus simple. Alors, évidemment, merci donc du coup aux mécènes et partenaires. C'est important que Jean-Marc les a cités, pas tous, mais là vous voyez quand même l'essentiel de nos mécènes et partenaires. Donc ce sont des entreprises, hein, vous l'avez compris, des entreprises qui nous soutiennent des fois pour des objets très précis, puis des fois pour l'ensemble des actions qu'on mène à travers le campus d'agriculture. Mais nos mécènes aujourd'hui, on ne se limite pas aux entreprises. Hein. Si vous êtes là aujourd'hui dans la salle, à partir de 1 €, hein, vous pouvez nous soutenir. Hein. C'est ouvert aux particuliers, hein, c'est ouvert à tout le monde. Hein. D'accord ?
Donc voilà, petit message. Et alors, on a, et vous verrez plusieurs fois dans le cours de la soirée, c'est aussi l'occasion de présenter notre nouveau site web. Donc allez-y, allez faire un tour. Ça s'appelle campusagriculture.com. On liste la plupart de nos actions. Et ce site est hyper ergonomique. Vous pouvez cliquer, faire un don. Vous avez le reçu fiscal qui vous est envoyé directement. Donc comme ça, c'est parfait, quoi. C'est très, très, très bien fait. Donc merci donc, du coup à tous nos mécènes qui nous accompagnent et puis également à nos partenaires. Vous voyez notamment, on a mentionné l'école du design avec qui on travaille. Donc on est, voilà, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, on s'ouvre aussi aux partenaires des autres établissements. Ça c'est hyper important parce que en matière d'entrepreneuriat, vous le savez aussi, la pluridisciplinarité est vraiment clé pour réussir des projets qui soient innovants et créatifs. Alors, je vais vous introduire rapidement le thème de la soirée et puis déjà vous remercier d'être présent encore une fois. Remercier aussi les administrateurs et puis aussi mon équipe. Je n'ai pas remercié mon équipe et toute l'équipe qui a organisé cette belle soirée. Sans une équipe derrière, c'est impossible d'organiser quoi que ce soit. Donc merci à eux. Alors, l'entrepreneuriat à impact, c'est quoi? Quand même, il faut préciser les choses. On va remonter un peu le fil de l'histoire. L'entrepreneuriat à impact, en fait, c'est un terme assez récent que vous entendez depuis, allez, allons-y, 2 ans, quoi, pas plus. Et qu'est-ce que c'est en fait? L'entrepreneuriat à impact, c'est né d'un autre champ que vous connaissez peut-être davantage, qui s'appelle l'ESS. Qui connaît ce qu'est l'ESS dans la salle? Voilà, donc économie sociale et solidaire. Et donc en fait, le mouvement le plus connu et le plus emblématique des entrepreneurs sociaux, c'est le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et donc la définition de l'entrepreneuriat social, vous allez voir après, je vais venir après à l'impact. L'entrepreneuriat social, c'est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Retenez, au service de l'intérêt général, c'est aussi l'objet de notre fonds de dotation. Et là, quel que soit le statut juridique des entreprises, donc que ce soit des associations, des coopératives, des SAS, leurs dirigeants font du profit un moyen et non pas une fin. Ça, c'est aussi un élément important de définition de l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc vous voyez, quel que soit le statut, comme on dit, ce n'est pas le statut qui fait la vertu. Donc, on est parti de là, la définition est partie de là, de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? En 2020, là, il y a le MOVE qui s'est rapproché d'un autre mouvement très fort dans l'économie digitale qui s'appelle Tech for Good. D'accord ? Et MOVE, donc l'économie sociale et solidaire, et Tech for Good ont fusionné pour créer du coup un mouvement qui s'appelle Impact France. Aujourd'hui, Impact France, c'est le mouvement le plus rassembleur des entreprises qui sont dans l'économie dite à impact. Mais il y a d'autres mouvements, et je pense que Morgan, qui est là, viendra aussi nous parler d'un autre mouvement. Donc là, c'est hyper intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le champ de l'économie sociale et solidaire s'est rapproché de la tech, et donc, de fait, beaucoup plus rassembleur. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur l'impact. Et nous, on a préféré ce terme-là, on a préféré ce terme générique d'impact, parce qu'il représente mieux en fait la diversité des projets qu'on peut être amené à accompagner à l'ESA. Alors l'impact, c'est quoi? Rapidement, l'impact, si j'avais à le définir, je dirais en 2 mots. L'impact, c'est déjà une empreinte. Alors vous le savez tous, entrepreneur ou non entrepreneur, par ses activités, une entreprise peut avoir un impact. Cet impact, cet impact sur la planète, sur les salariés qu'elle emploie, sur son écosystème local, son environnement immédiat, peut avoir un impact qui peut être soit nuisible, soit vertueux. D'accord ? Donc c'est déjà une empreinte. Toute entreprise a une empreinte. D'accord ? Donc déjà, le fait de dire entreprise à impact, c'est réfléchir quelle est mon empreinte, d'accord, sur mon environnement immédiat. Et l'impact aussi, ce sont des actes. Puisque aujourd'hui, vous le savez, et puis si vous suivez l'actualité, la COP26 ou même n'importe quel média, vous ne pouvez pas échapper à ça. Aujourd'hui, l'opinion publique ne se satisfait plus des promesses, des paroles. Elle veut des gages et des engagements. D'accord ? Donc l'impact, c'est quoi? C'est être en capacité de mesurer en fait son empreinte sur son environnement immédiat et aussi de générer des actes et non plus des paroles. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors bon, depuis quelques années, l'ESA voit émerger, c'est clair, une manière d'entreprendre autrement, qui concilie profit et respect des hommes et de la planète pour que demain soit meilleur.
Donc c'est pourquoi on a souhaité nous mettre en lumière en particulier ce thème. Certains de nos alumni, hein, je pense à Noéline, et puis certains d'entrepreneurs de notre réseau, je pense à Morgan de l'école du design, qui agissent dans ce sens. Donc il y aura plusieurs témoignages, il y aura 4 témoignages précisément. Donc Colline Burland interviendra, alors oui je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Colline Burland interviendra en visio, d'accord, elle devait être présente ce soir, mais elle a eu elle dira pourquoi elle n'est pas là, mais en fait elle a eu un rendez-vous avec un fonds d'investissement qui s'est calé cet après-midi, donc c'était quand même un peu difficile de la forcer de venir malgré tout, mais bon, elle viendra témoigner quand même ce soir de son aventure. Noéline, que j'ai mentionné, Morgan également, et puis Armand Sachaud d'Aptimise qui nous présentera Aptimise, mais sous un jour un peu différent, l'impact sociétal d'Aptimise. Donc on va suivre cette tendance ensemble, et ensemble on va donner aux futures pépites de notre école les moyens de grandir. Et pour revenir à l'étymologie du mot impact, impact c'est quoi? C'est la collision, hein, donc c'est bien la collision en fait entre votre soutien et leurs idées, hein, qui fera la différence j'espère ce soir et bien au-delà. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée. Et c'est ce moment où je vais essayer de me connecter à Teams. C'est un petit moment de silence, mais vous pouvez discuter entre vous le temps que je gère ça. Bonjour Colline. Bonjour. Attends, par contre, tu n'es pas sur l'écran. C'est bon, ça marche? Super. Nickel. Bonjour Colline. Bonsoir, enchantée. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien? Tu me vois, mais tu ne vois pas la salle. Je vais éviter de tourner l'écran, enfin, si je vais essayer de le faire, mais ça va pas être très pratique parce que du coup, il est un peu branché partout, quoi. Ok. Donc il y a à peu près, allez, on est quoi, 45? 45, donc étudiants, partenaires, collègues de l'ESA, donc prêts à t'écouter ce soir. Je ne t'ai pas présenté, mais peut-être que c'est plus simple que tu te présentes toi-même, hein. Comme ça je ne dévoile pas l'ensemble de ton parcours. Donc merci encore d'être avec nous ce soir. Et puis du coup j'ai lancé la thématique sur l'impact, donc c'est parti, c'est à toi. Génial. Bonsoir à tous. Donc, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Donc, enchantée, je suis Colline. Je suis cofondatrice d'Omi, qui est une marque alimentaire digitale que l'on a lancée il y a un peu moins il y a 9 mois. Où le point de départ était de se dire qu'il fallait construire notre alimentation de façon différente et même inverse au modèle actuel. C'est-à-dire partir de la partie agriculture, de se poser la question de d'où viennent nos ingrédients et ensuite de transformer nos ingrédients pour en faire des produits alimentaires de base, tous ceux qu'on utilise au quotidien et en donnant énormément de transparence sur l'ensemble à la fois l'origine, mais aussi du point de vue technique agronomique, comment est-ce qu'on rendait ça intelligible pour tous les consommateurs. Aussi en amenant énormément de transparence. On dit à chaque fois, je pense que si vous les suivez, ça vous permettra peut-être de comprendre, de télécharger l'application OMI, si vous allez sur vos stores et vous tapez OMIE. Ça vous permettra en fait en parallèle de ce que je vous dis, de voir en fait le niveau de transparence qu'on a eu. Donc je pense que la première chose c'est sur les prix.
parce que personne n'ose cette transparence sur les prix ou sur quelques produits. On a tous entendu parler du lait avec C'est qui le patron et d'autres produits qui ont pu être développés et après copiés par les distributeurs. À chaque fois, c'est une transparence qui est choisie, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais sur l'ensemble du rayon. Et moi, ce qui m'a amené à fonder OMI, c'est un long parcours dans la grande distribution où j'ai commencé au sein du groupe Carrefour, où j'ai eu la direction d'un hypermarché pendant un peu plus de 2 ans et assez jeune, donc ça m'a pas mal marqué. Et on était à l'époque des scandales alimentaires comme la lasagne et la viande de cheval. On a eu les scandales sur le saumon. Et on voyait que vraiment la grande distribution n'avait pas joué son rôle de sélectionnaire, mais était vraiment uniquement un canal de distribution. Et donc, c'était là où vraiment la confiance entre les consommateurs et les grandes enseignes de distribution, pour moi, c'est réellement craqué et fêlé. Et on le voyait même en interne, c'est-à-dire que les directions achats n'arrivaient pas à répondre à des questions sur est-ce qu'on peut parler de traçabilité, quels sont les éléments de réassurance que l'on pouvait amener aux consommateurs, se dire mais non, mais on fait réellement bien ce travail-là. Et ensuite, en fait, après un peu plus de 2 ans au supermarché, je me suis dit qu'il fallait changer ce qu'on mettait sur les étagères des supermarchés si on voulait changer la façon dont les gens mangent. Et donc, je suis partie au Brésil pour le groupe Casino pour faire du category management et prendre la direction du category management sur les 5 enseignes du groupe. Bon, là, de niveau qualité alimentaire, on prend 10 ans de retard par rapport à la France. Donc, il faut aussi parfois regarder. Je pense que vous êtes assez justement conscient de ça. Vous travaillerez, vous êtes en train d'étudier l'agriculture et les agricultures, mais on a pour le coup, une agriculture qui est assez respectueuse si on en prend la moyenne en France et qu'on peut comparer par rapport à des pays comme le Brésil. Ce qui fait qu'en parallèle de mon poste en catégorie management, j'ai monté un service qui était plus comme une application, un logiciel à destination de mes équipes qui leur permettait de dire ce qui était un bon produit d'un mauvais produit du point de vue nutritionnel. Et on s'était ça s'appelle SIGA et c'est une application aujourd'hui, ça s'appelle SIGA et c'est un score nutritionnel qui est basé sur le degré de transformation des aliments. Donc typiquement un sucre, on va dire un sucre de canne et plus qualitatif, on va dire en termes de nutriments minéraux qu'un sirop de sucre, qu'un sirop de fructose glucose. Maintenant, je pense que c'est passé assez dans les mœurs, mais que en 2015, on nous prenait un peu pour des fous. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que si on voulait changer, parce que le thème étant entreprendre avec impact, on peut entreprendre aussi en intrapreneuriat, donc au sein des entreprises. Moi, j'y crois beaucoup parce qu'on a beaucoup d'impact aussi à amener au sein des grandes entreprises, parce qu'on touche tout de suite beaucoup de gens. La mesure est tout de suite très importante. Donc, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire et que la première chose à faire, c'était de former les équipes. Aussi fou que ça puisse paraître, jusqu'en, moi j'ai quitté la grande distribution en 2019, on n'avait pas d'ingénieur agronome, c'était assez rare comme profil et on parlait très peu de qualité et de qualité alimentaire et de nutrition. Donc c'était en 2015 mon constat de me dire qu'il fallait surtout former les équipes pour mieux choisir. Et d'avoir en fait quelque chose qui soit tangible, qui soit un KPI, donc un chiffre de performance qui permettait en fait de porter le sujet en interne et notamment face aux achats. Parce qu'en fait, le retail, la distribution alimentaire, elle est sur aujourd'hui avec des fonctions achats qui sont hyper puissantes. Et ensuite, en fait, en tirant le fil de SIGA, donc cette plateforme qui permettait de noter et de scorer les produits et de faire des choix réels sur la qualité alimentaire, j'ai pris la direction d'offre en France de Franprix et pour dire, et le projet de la direction à l'époque était de ne plus être un distributeur, mais d'être un sélectionneur de produits. Là, j'ai pu encore plus me mettre dans ce sujet-là
Et deuxième, est-ce qu'on peut faire énormément de changements? Est-ce que aujourd'hui notre alimentation, elle peut être changée par les gros acteurs de la distribution actuelle? Eh bien, mon bilan était que c'était complexe parce que aujourd'hui, une entreprise, si on veut qu'elle ait de l'impact, faut qu'elle le mette au cœur de sa mission d'entreprise. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, des entreprises à mission. C'est écrit c'est-à-dire que quand une entreprise passe sa mission, elle va écrire dans ses statuts réellement quelle est sa mission qu'elle va apporter à la société. Donc, par exemple, de permettre à tous d'avoir une alimentation saine. Ça pourrait être la mission de nos distributeurs. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas parce qu'en fait, on a beaucoup de pression sur la partie financière de ces entreprises parce que l'équilibre est complexe. Ils ont énormément de magasins. On sait très bien qu'on a une digitalisation qui est grandissante et qui va de plus en plus vite. Le Covid l'a accéléré, que le modèle de l'hypermarché enfin, on perd des parts de marché et donc, en fait, l'équilibre financier devient encore plus dur. Et ce qui fait que la guerre des prix plus l'enjeu financier des négociations actuelles, je ne sais pas si vous avez en tête, mais tous les ans, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, on a beaucoup parlé d'Egalim 2, tous les ans, toutes les marques alimentaires renégocient leurs prix avec la distribution qui sont valables en gros 1 an, ce sont des conditions, mais il y a des renégociations qui sont faites au bout de 6 mois. Et là, avec Egalim 2, c'était de permettre de sécuriser le revenu des producteurs et le prix de la matière première. Et si vous avez des questions, je serais ravie d'en discuter. J'ai un avis assez tranché sur la question sur Egalim 2. Et donc, en fait, après 2 ans chez Franprix, je me suis rendu compte que si c'était pas écrit dans la mission de l'entreprise qui était levée réellement, de se poser la question de la façon dont on produit, est-ce qu'on peut produire de façon durable et est-ce qu'on distribue, ce qu'on distribue est réellement de qualité. J'ai fait 2 ans, je me suis dit qu'en fait, j'étais pas au bon endroit pour avoir le maximum d'impact que je voulais avoir. Et donc, je suis partie de Franprix sans projet. Je me suis dit, en fait, de toute façon, et je pense que ça, c'est, vu on a dans le titre, dans l'autre partie du titre d'intervention, il y avait entreprendre. Pour entreprendre, il faut quand même avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on va faire. C'est quelque chose qui naît et qui on est alimenté aussi quand on travaille. Mais je trouve assez complexe d'essayer de se dire on va trouver un projet et en même temps qu'on travaille, etc. Si j'ai un conseil pour ceux qui ont des velléités à devenir entrepreneur, ne vous dites pas que vous pouvez faire 2 choses en même temps, mais ça se trouve, vous pourrez le faire, vous serez très doué. Je suis très compliqué sur un projet entrepreneurial de commencer et d'avoir plusieurs activités. Après, c'est sûr que la notion de risque, un risque financier, elle est présente et il faut toujours arriver à trouver les bons équilibres. Mais c'est en fait après, moi j'étais persuadée qu'il y avait une autre manière de travailler avec le monde agricole, car en fait en quittant Franprix, dans la grande distribution, ce que j'ai vu que le gros problème majeur, c'est qu'on avait un monde qui achète qui ne va pas à la même vitesse que le monde qui produit. Et donc, en fait, tant que ces 2 mondes n'arriveront pas à se réconcilier, on aura toujours une tension énorme sur la partie du monde agricole. Et aujourd'hui, ceux qui sont en fait une sorte de pignon entre les deux, c'est les fabricants et la distribution. Les fabricants, ils subissent, et la distribution, elle surfe plutôt sur de la tendance. Et bon, il y en a pas mal qui souffrent aussi, mais ils font pas leur rôle quelque part de pédagogie pour expliquer aussi. Tout ce qui se passe aussi dans le monde agricole, dire on peut pas avoir tout le temps sans se poser la question de ce qu'il y a derrière. Donc OMI, l'idée d'OMI est née avec la rencontre de mes associés. On est 4 associés au sein d'OMI et on ne se connaissait pas du tout et on s'est vraiment réunis autour de cette idée qui était que l'alimentation était un levier énorme d'impact. De par en fait sa capacité à la fois de changement du point de vue, d'avoir des solutions pour la partie changement environnemental et impact environnemental, mais à la fois aussi au niveau des gens, que ce soit au niveau des agriculteurs, agricultrices et aussi au niveau des fabricants et des consommateurs finaux. Et que cet ensemble en fait était vraiment un sujet qui était au cœur en fait, des préoccupations actuelles. Et on était convaincus que après tout ce tournant digital
et c'était avant le Covid, hein, toutes ces discussions, et la fondation d'Omi était avant le Covid. Donc, on avait eu un tout petit peu le nez creux, c'est-à-dire qu'en fait, la digitalisation de notre alimentation, elle allait être accélérée. On l'a vécu sur les 2 dernières années. Et de monter une boîte technologique qui était basée sur la tech et de fabriquer des basiques du quotidien avec une notion de simplicité et en fait d'amener de la sérénité pour les clients. Donc c'est pour ça que nous on propose un seul produit par unité de besoin et on est décliné par goût et par saveur. Tu vois, on va avoir une confiture de fraises, une confiture d'orange, une confiture de cassis. Et c'est la meilleure qu'on peut développer aujourd'hui. Mais on explique nos parties pris également et on est dans une notion aussi d'évolution. Et très rapidement, moi j'étais convaincue qu'il fallait qu'on monte une entreprise avec un socle agronomique très important, car en fait on ne maîtrise pas cette logique de filière agronomique, c'est-à-dire la façon dont on produit les ingrédients. Notre capacité d'impact, elle aurait été hyper limitée parce que, et ça je pense que nous on communique de plus en plus dessus, mais que 2/3 de l'impact, on va dire, d'émissions en gaz à effet de serre de l'alimentation, elle provient de à la fois l'utilisation des sols, ensuite des techniques d'agriculture et d'élevage et de la nutrition animale. Donc, une fois qu'on a vu ça, il faut se dire que en fait, la partie distribution, c'est pas là où se joue la clé de la résolution de nos problèmes à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux sur l'alimentation, mais qu'elle est beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça que Thibaut Chauzet, qui est ingénieur agronome et qui il a fait AgroParisTech, nous a rejoint au tout début et où on a vraiment monté des filières ingrédients, de se poser la question, mais en fait, quels sont les types, et je le mets au pluriel puisque j'aime beaucoup votre utilisation du pluriel, quels sont les types d'agriculture qui sont en fait à réinventer, enfin et même à inventer. Et moi j'étais assez convaincue assez tôt, même et ça c'était quand j'étais chez Franprix, j'avais rencontré l'association pour une agriculture du vivant, qui était vraiment l'une des premières associations à parler d'agroécologie, de parler de cette transition vers une agriculture qui stockait du carbone plutôt que mettait, qui créait de la biodiversité plutôt que d'en enlever, et qui parlait justement que tout partait des sols et que typiquement le labour des sols était quelque part à proscrire et à réfléchir différemment de la façon dont on pouvait faire de l'agriculture et d'avoir une vision beaucoup plus écosystémique de notre agriculture. Et c'est pour ça qu'en fait, la partie agronomique est la base de tout ce qu'on fait chez Omi. Aucun des produits qu'on peut développer n'est lancé sans avoir l'aval de Thibaut et tes équipes. Et on a monté tout un système en fait de diagnostic avec nos partenaires producteurs et aussi de plans de progression sur plusieurs années. Et nous, tout notre rôle étant de pouvoir mettre en valeur ce qu'ils font, de pouvoir aussi mettre en relation avec tout un écosystème de la sphère agronomique, donc à la fois des associations comme pour une agriculture du vivant, on est également au CNRA, donc Conseil national de la résilience alimentaire. On va aussi travailler avec des entreprises privées maintenant qui font du diagnostic agronomique en bioagroécologie ou en agriculture régénérative. Ces agricultures et noms diverses et variées, et de savoir de quoi on parle et d'arriver à pouvoir avoir un vrai support technique pour les agriculteurs, mais également pour débloquer aussi des financements et de travailler bien sûr sur la rémunération qui était la base de tout ce qu'on peut faire chez Omi. Et par la suite, ça a été d'engager nos partenaires fabricants dans ce mouvement. Nous, ce qu'on est en train de construire chez Omi, c'est une plateforme comme une marketplace B2B, donc pour les entreprises, pour mettre en relation les producteurs, les coopératives et les fabricants de l'autre côté, avec nos ingrédients où on a pu effectuer un diagnostic, avoir la complète traçabilité, la complète transparence sur la filière, et de pouvoir transformer et de connaître en fait complètement l'origine de ce qu'on peut transformer. Et donc c'est un modèle complet, et d'arriver en fait, et là, le dernier pilier sur la partie impact, il est comment est-ce qu'on montre que c'est comment est-ce qu'on amène ça au client de façon à la fois comment il veut le recevoir. Il faut dire que parler d'agriculture, c'est très compliqué, c'est très technique. On dit qu'on peut parler
d'insecticides, herbicides, pesticides. De toute façon, le client final le met dans le même panier. On ne peut pas en parler aujourd'hui. Et pourtant, en fait, c'est la clé, c'est qu'aujourd'hui, il faut parler simplement d'un sujet complexe. Et tout notre Xiaomi, c'est de parler simplement de ces sujets complexes, en ayant un ton aussi qui est beaucoup autour du plaisir. Et ça, il ne faut pas avoir honte de le dire, même en étant technique. Aujourd'hui, les gens, ils mangent par plaisir. Il y a une certaine notion de fonctionnalité, mais le plaisir, il doit être présent. Et en fait, le Covid a encore plus renforcé cette tendance-là, et sur lequel on pourra engager les gens dans une alimentation différente, si on leur parle aussi de ce qui leur fait du bien, qui peut être à la fois gustatif, qui peut être du point de vue santé. Et nous, c'est vraiment ce dernier pilier qu'on peut faire chez Xiaomi, et sur la simplicité où on est une application, donc aussi un site internet où c'est extrêmement facile de faire ses courses. On a une livraison qui est le lendemain pour les gens qui sont sur Paris et l'Île-de-France, et en 48 heures pour tous les gens qui sont en France. On travaille sous forme de tournée à Paris, et on a exactement la même logique avec notre partenaire qui est La Poste pour le reste des livraisons, et qui est Chronofresh d'ailleurs, et en fait, ce qui nous a permis de repenser l'intégralité en fait de ces différents postes, et ce qui nous permet d'être à des prix très accessibles, parce qu'on a enlevé l'ensemble des intermédiaires aujourd'hui, quand vous pouvez prendre un pot de pesto qui est dans votre magasin Carrefour, il va en fait potentiellement avoir jusqu'à 2 à 3 intermédiaires, voire plus. Et nous, ça a été vraiment, on a nos agriculteurs qui produisent, et ensuite on a notre fabricant qui est dans le sud de la France, et après ça arrive chez nous. Ce qui nous permet d'avoir cette grande transparence aussi, et de travailler complètement sur la partie recettes, nutrition. J'en ai pas trop parlé, mais on est ultra exigeant sur les listes d'ingrédients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'additifs, à part potentiellement une poudre à lever pour certains biscuits au gâteau, et aucun ingrédient ultra transformé également, parce que justement cette sérénité qu'on cherche, en fait, c'est notre proposition de valeur pour nos clients. Elle passe d'abord par cela, et après en fait tout est vient se décliner sur la partie produit, où c'est produit, comment c'est produit. Et peut-être pour finir sur la partie entrepreneuriat avec impact, je vous ai parlé des entreprises à mission. Nous, on est chez Xiaomi, on est né dès le premier jour comme une entreprise B Corp. Donc les B Corporation, c'est un label qui est né il y a un peu plus de 10 ans aux États-Unis, avec sous impulsion de notamment Patagonia, et qui était comment est-ce qu'on peut réconcilier 3 dimensions qui sont people, profit et planète. Et je pense que c'est très lié avec le titre de Catherine Nicolas sur la partie entreprendre avec impact. Je pense qu'il faut, on parle souvent d'entrepreneuriat. Je pense que c'est très bien d'avoir dit avec impact, parce que c'est pas la seule dimension. Il faut faire attention. On a eu tendance à avoir des modèles qui n'avaient pas de modèle économique, parce qu'il y avait cette notion, mais non, mais moi je fais de l'impact. En fait, on n'aura pas d'impact si on n'a pas un modèle économique. Donc il faut vraiment que la dimension que ces 3 dimensions, elles fassent partie du projet, et qu'elles puissent fonctionner ensemble. Sinon, en fait, on n'aura que très peu d'impact, parce qu'en fait, on aura une base client qui sera relativement faible. Et donc, je serais ravie d'avoir vos questions maintenant. Potentiellement, on peut tourner l'ordinateur, comme ça, je pourrais voir tout le monde. Écoute, ouais, merci Colline. Je pense qu'on peut t'applaudir pour cette présentation qui résonne beaucoup dans une école d'agriculture. Je pense aussi, je ne l'ai pas dit en préambule, mais que tu as des attaches familiales aussi dans le monde agricole, puisque je crois qu'une partie de ta famille est dans la meunerie ou dans la boulangerie. Et enfin, ça transparaît que aussi il y a quelque chose d'assez profond comme passion pour l'agriculture. Et du coup, avec tes compétences dans la distribution, du coup, il y a une vraie collision, il y a un impact positif, quoi. Il y a un micro qui circule dans la salle. Qui a le micro chez nous? Morissette. La première question est toujours la plus difficile, mais posez-la.
Donc moi j'en ai une, juste en attendant que quelqu'un se motive, sinon je vais désigner, j'avais cru voir Adeline Ox, voilà, mais là c'était un peu mon joker, hein, Adeline, donc voilà. Juste moi j'avais une petite question avant, tu as précisé ça, c'est important que les étudiants entendent ça, qu'en fait on peut entreprendre aussi à l'intérieur des groupes, parler d'intrapreneuriat, et ensuite d'entrepreneuriat, donc avec OMI. Toi, tu es passé du coup... quelles sont les limites que tu as vues à l'intrapreneuriat du coup? Parce que si tu as fait le choix de passer sur l'entrepreneuriat, c'est que quelque part, oui, on peut avoir un impact parce qu'on travaille dans des grands groupes, mais il y a quelque chose qui a été une limite à un moment donné. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un mot? Bien sûr. Moi, j'ai fait de l'entrepreneuriat parce que SIGA, qui était mon premier projet, je l'ai développé en interne. En fait, la grande complexité de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut avoir un périmètre hyper clair et pas cumuler les fonctions. Et souvent, les entreprises ont tendance à dire, bon, bah, tu as ce poste-là et plus tu vas faire ça. Et je pense que c'est là d'où vient un peu la complexité, c'est qu'en fait, après, quand les fonctions sont pas hyper claires, ça peut être très complexe. Et ensuite, après... Je pense que l'entrepreneuriat, elle a ses limites. Ça a ses limites dans le sens où on est dans un contexte d'entreprise qui est où il n'y a pas forcément un alignement avec le projet de l'intrapreneur. Et en fait, l'entrepreneuriat, il est basé sur la réactivité, sur énormément de feeling, je dirais, sur ce qui est le contexte, la façon dont on peut voir les choses, des entreprendre, de réorientation de ses budgets, des équipes, et surtout d'aller chercher des financements qui sont alignés avec les enjeux de l'entreprise à ce moment-là. Et donc le faire en interne, il faut vraiment s'assurer que le projet il soit hyper aligné avec la ligne stratégique du groupe dans lequel on bosse. Et moi, mon expérience, c'est que les lignes stratégiques des entreprises, elles changent énormément. Et dans les grosses entreprises, c'est très lié à des enjeux financiers. Et donc, ça peut beaucoup s'éloigner des projets initiaux. Et l'écran. Ah ben voilà, bonjour Colline. Très bien, j'avais une question effectivement pour toi. Tu es sur un modèle qui est 100% digital. Est-ce que c'est un frein pour conquérir des nouveaux clients ou pour gagner la confiance? Et est-ce que vous envisagez un modèle plus hybride avec ton expérience chez Franprix? Effectivement, c'est peut-être un sujet que vous êtes posé comme question déjà. Oui, bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, on prévoit en fait d'ouvrir quelques boutiques éphémères qui permettraient d'avoir en fait un contact avec la marque. Et en fait, surtout nous, on a une expérience surtout de quand on a goûté le produit où le goût est hyper important. Je parlais plaisir et ça, j'en parle assez souvent parce parfois on peut avoir une vision très technique de l'alimentation. Il faut vraiment pas oublier le plaisir dans cette dimension-là parce que c'est un vecteur pour convaincre beaucoup de gens. Mais ça restera en fait pour l'instant plutôt de l'ordre du concept store ou des corners avec certains magasins peut-être très très particuliers, mais ce sera plus pour travailler l'image, donc plutôt l'acquisition de nouveaux clients. Et aujourd'hui, vraiment dans cette notion, on va beaucoup plus travailler sur comment est-ce que on apporte un service à nos clients pour que ce soit plus une préoccupation de faire ses courses, sans en oublier la dimension de plaisir, potentiellement aller dans les lieux physiques, mais c'est que toute la partie que nous on amène, ça va limite en automatique. Là, j'ai toujours moi les produits que je consomme au quotidien. Si j'aime beaucoup OMI, moi je vais m'envoyer en automatique toutes les nouveautés que je peux avoir. Et ce qu'on est en train de faire, c'est des hubs locaux et régionaux, et de pouvoir travailler avec des hackers qui font du frais local et de pouvoir en fait plutôt que d'ouvrir un magasin, c'est de venir en fait promouvoir ce qui se fait très bien sur le territoire. Donc, typiquement sur Paris, aujourd'hui, on vend des paniers de fruits et légumes avec de culture. Donc, ça fait 12 ans qu'il fait ça. Et nous, c'est plutôt de dire, on a des tournées aujourd'hui chez nos clients, on a des produits qui sont complémentaires, on les met dans nos tournées parce qu'on on travaille avec des partenaires pour lesquels on a le même degré d'exigence du point de vue diagnostic, traçabilité, transparence au niveau des prix. Très bien, merci Colline. Merci Colline. Je ne suis pas présenté Adeline. Adeline est administratrice du campus des agricultures. Donc voilà, nouveau membre. Bienvenue Adeline. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Oui, Céline. On a un amphi très très grand, donc on fait... Bonsoir. Donc en fait, moi j'ai 2 questions sur votre clientèle. Je voulais savoir quel était le profil de vos clients, sachant que si vous me répondez tout le monde, je vais être très déçue de votre réponse. Et puis, comment est-ce que vous trouvez des nouveaux clients 2 très bonnes questions. Tout le monde peut être un potentiel client Domi. Après, si tout le monde l'était, je serais ravie. Non, aujourd'hui, en fait, on voit qu'on est sur une tranche d'âge qui est où on a une grosse concentration entre 30 et 45 ans, qu'on est plutôt sur des clients qui sont en zone urbaine très dense, à dense, à moyennement dense. Ensuite, il n'y a pas de profil. Est-ce que c'est plus des familles, plus des gens qui sont en couple ou célibataires? C'est assez mixte aujourd'hui. Mais c'est tout ce qui est très intéressant. Nous, on a fait à la fois, on a fait pas mal d'analyses clients. Ça, c'est le fait d'être une marque, en fait, en direct avec ses clients. C'est assez exceptionnel du point de vue data qu'on peut avoir. Et on va être des gens qui vont plutôt, d'habitude, ils font leurs courses en hyper et en super. Et aujourd'hui, ils veulent trouver des réseaux qui sont différents pour faire leurs courses, mais en ayant un côté très pratique. Et donc, c'est là où c'est très intéressant parce que c'est une population qui est plutôt assez, on va dire, répandue. On ne parle pas qu'à des bobos parisiens et parfois on rigole en disant avec des Véjas, quoi. Et c'est là l'enjeu. Pour nous, moi, je voulais pas se lancer la marque forcément à Paris. En fait, il y a un prisme parisien qui est assez fort, mais qui est du point de vue volume. Si vous avez l'application, vous pouvez regarder les prix. Et moi, c'est mon premier enjeu tous les jours, c'est d'avoir des prix qui sont accessibles. Et comment on le fait, c'est vraiment en réduisant le nombre d'intermédiaires pour se dire on peut faire de la qualité qui soit accessible et en faisant que chacun se rémunère correctement. Et il y avait une autre question, la deuxième partie de la question, comment est-ce qu'on fait de l'acquisition client? Sujet passionnant, parce qu'en plus, moi, de toute la partie développement produit, j'ai pris depuis septembre la partie marketing digital et toute la partie acquisition. Eh bien, en fait, c'est vraiment sur des schémas qui sont là pour très liés à tout ce qui est application et digital. On va être sur des leviers qui peuvent être à la fois très classiques, comme des relations presse, et ensuite de la communication en ligne via des médias qui sont très affinitaires avec nos cibles, des newsletters, et après des leviers qui sont un peu plus classiques, qui vont être de la publicité qu'on peut faire sur Facebook ou sur Instagram, et la manière la mieux de le faire. Et ensuite, c'est vraiment ce qu'on appelle un CRM. Donc, c'est tout ce qui permet de gérer les relations avec nos clients à travers à la fois nos mails, notre application, les messages qu'on va pouvoir leur apporter, de comprendre leur comportement. Donc, et ça, ce sont quelques composantes. Et après, il y a plein de choses en fait de l'acquisition qui peut être aussi sur des leviers physiques. Donc, on teste beaucoup de choses. On va dire que c'est le gros enjeu d'une marque digitale aujourd'hui, c'est la partie acquisition client. Merci. Merci Colline. Merci. Il y a une autre question, Bertie. On prend la dernière question et puis après on va passer parce qu'on a 3 autres entrepreneurs à suivre. Bonjour, vous avez fait le choix en fait de présenter votre offre avec beaucoup d'informations, c'est très impressionnant. Sur l'origine, sur la valeur nutritionnelle, sur le prix, sur la répartition de la valeur, sur les modes de production, sur les producteurs. Enfin, c'est tout à fait bluffant, vraiment. Est-ce que du coup, c'est pas facile de trouver le meilleur produit qui combine en fait ces différents critères en fait d'impact ou de qualité? Comment vous y prenez? Quels sont vos retours clients? Qu'est-ce qui est l'objet en fait de leurs attentes, de leurs demandes? Est-ce que vous avez le projet d'ajuster en fonction d'enjeux en fait retour consommateur, quoi? Bien sûr. Alors nous, nos produits ils sont en perpétuelle évolution tout le temps. On a toujours des choses à améliorer. Aujourd'hui, c'est la meilleure version possible et on offre toute la transparence sur nos produits. Et bon, on a sorti un pain d'épices là qui est fait dans les Hauts-de-France
On travaille le sucre, c'est du sirop de betterave qui est fait avec une coopérative où on participe notamment au comité d'administration, qui est donc une coopérative de betteraves sucrières bio équitable avec un outil de transformation qui appartient aux producteurs. Mais c'est la farine de seigle qui est produite dans les Hauts-de-France et moulue juste à côté, écrasée juste à côté, excusez-moi. Et on avait un sujet, on n'avait pas aujourd'hui, vu que c'est un outil de production qui fait des produits qui sont bio, qui sont labellisés bio. On ne peut pas utiliser un autre miel que du miel bio. Aujourd'hui, il y a énormément de tensions sur la matière bio au niveau du miel. Et on a pu aller chercher un miel bio d'Espagne avec une traçabilité sur le miel bio d'Espagne. On ne pouvait pas être du miel français. Et bien, typiquement, ça ne nous a pas empêché de lancer. On a toute l'explication, on en explique tous les tenants et les aboutissants. Et nous, on est déjà sur 2022 à faire, en fait, changer l'origine du miel sur du français. Et donc, on ajuste c'est perpétuel, en fait, les ajustements d'offres qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de monter d'autres filières ingrédients. Et ensuite, quelle est la meilleure version qu'on peut offrir? En fait, aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des explications. On travaille beaucoup sur le goût. Donc, comment est d'être sur un goût qui soit, qui puisse plaire à tous, et qui soit quand même sur un côté différenciant, mais l'équilibre est à trouver. Et pour l'instant, en fait, on a de très bons retours. On a une politique, nous, c'est la politique 4 étoiles. Si un produit est moins de 4 étoiles, on s'engage à reformuler, ce qu'on a fait déjà sur 3 produits. Donc, en fait, c'est une co-construction permanente, à la fois avec nos fabricants, nos producteurs et nos clients. Merci Colline. Je pense qu'on peut encore une fois t'applaudir et te remercier pour ce témoignage. Juste en mot de la fin, tu me disais hier que du coup OMI est en développement et que du coup il est possible que... Alors il y a des étudiants dans la salle, tu ne les vois pas, mais il y en a un certain nombre quand même. Peut-être des stages ou des missions à proposer pour des agronomes. Bien sûr. Alors pour le coup, écrivez-moi et je pense que peut-être tu pourras faire passer mon adresse mail et il y a vraiment un grand plaisir pour que vous puissiez me contacter. Justement, on est en train de faire grandir en fait l'équipe agro qui travaille avec Thibaut. Beaucoup de choses vont passer plutôt au mois de fin janvier-février. Mais justement, moi je suis hyper intéressée d'avoir vos candidatures et d'un peu mieux vous connaître et de savoir ce que vous voulez faire. Sachant que nous, c'est vraiment un des départements chez OMI qui est le plus, on va dire, le socle de tout ce qu'on peut faire au niveau de l'offre. Ok, on fait comme ça, le message est passé. Du coup, on va te libérer, on va te remercier encore. Et puis, la prochaine fois en vrai, Alésa, bienvenue. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Du coup, Noéline, je vais prendre le micro, je vais juste remettre le PowerPoint comme il faut. Hop. Visiblement, l'ordinateur a un peu chauffé, mais... Doudou. Noéline, vas-y, toi. Ah oui, mon PowerPoint, il n'est pas là. Quoi? Non,
c'est bon. Alors, c'est Noéline. J'enlève ça. Pour passer, tu me dis. Hein, ok. Je suis Noéline de la société Vania Bridge. Donc, c'est avec plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, de vous raconter un peu l'histoire de Vania Bridge, une société qui est née à l'ESA, quelque part, parce que je suis diplômée de l'ESA en 2017, en septembre 2017. Et là, aujourd'hui, donc, je vais raconter un peu l'aventure depuis étudiante jusqu'à aujourd'hui. On va fêter demain notre 3e année et qui se passe plutôt bien malgré la crise et tout. Donc, notre chiffre d'affaires qui se multiplie par rapport à la création. La première année, on est multiplié presque par 10. Donc, c'est très encourageant. Et je viens de recruter une alternance là pour l'année 2021-2022. Voilà. Vania Bridge, en quelques mots, donc c'est créé en 2018 et l'objectif, en un mot, c'est de lier les producteurs à Madagascar et les clients en France. Pourquoi cette envie de faire cette bridge, ces ponts, c'est surtout pour amener la transparence. Parce que la vanille, je suis malgache, je suis née dans un champ de la vanille de mon papa et maman. Et on est juste content, voilà, la vanille, tantôt chère, tantôt moins chère. Donc, juste content qu'on va avoir prix un peu plus intéressant, mais on ne sait pas, on fait quoi avec la vanille. Et quand j'ai été contactée par une entreprise angevine sur les sujets de la vanille, eux aussi, les clients, ils se sont perdus sur les prix, sur la qualité des produits. Mais on m'a appelé, j'étais encore étudiante à l'ESA, mais qu'est-ce qui se passe à Madagascar, Noéline? Parce que la vanille, la qualité n'est pas bonne et les prix depuis 2019 s'est multiplié, depuis 2015, c'est multiplié par 10, $500 les prix internationaux. Donc avec ça, j'étais encore étudiante, je me disais il faut qu'on fasse quelque chose pour amener un peu plus de la transparence. Donc d'abord, c'est de travailler en amont, accompagner les producteurs, les sensibiliser, parce que comme on ne sait pas on fait quoi avec la vanille, on veut juste les vendre sans souci de la qualité, quoi que ce soit. Il y avait beaucoup de vols à Madagascar. Les producteurs, ils se volent des vanilles entre eux parce qu'ils veulent juste avoir de l'argent sans penser de la qualité. Donc on anticipe un peu, on les accompagne à Madagascar pour dire la vanille, on a besoin, mais les marchés, ils ont certaines exigences. Et ici en France, notre mission, c'est d'être en communication permanente avec les clients. Là, par exemple, cette année, on n'a pas beaucoup de fleurs de vanille. Donc, ça veut dire que l'année 2023, on risque d'avoir une augmentation. Et c'est une information que nous transmettons à notre client en permanence. Attention, on va voir ça. Comme ça, ils sont quelque part rassurés qu'ils ne sont pas volés, ils ne sont pas fait voler par beaucoup des acteurs aussi qui font n'importe quoi avec la vanille, les prix de référence qui ne sont pas respectés parce que Madagascar, la vanille, c'est un produit à phare qui est suivi par l'État. Donc, il y en a beaucoup qui respectent. Cette année, par exemple, si on dit on ne peut pas expatrier la vanille, moins de $250. C'est l'État qui définit ça. Il y en a acteurs à l'extérieur qui font des blanchissements ou whatever qu'ils font, qui ne respectent pas ça. Pourtant, ça fait vivre 100 000 paysans à Madagascar. Donc, si on commence à bidouiller un peu, il y a l'argent qu'on garde, on remplit, il y a beaucoup de non-transparence. Donc, pour nous, ce n'est pas question de jouer sur les prix. On respecte la réglementation là-bas, on respecte la réglementation ici en France. Tous nos produits avec les numéros de l'eau, la région où on a produit. Donc tout ça, c'est quelque chose que nous transmettons à nos clients. Et beaucoup de nos clients qui sont vrac, et je suis très contente parce qu'on veut aussi apporter un peu notre participation sur l'écologie. Donc là, pour les stratégies de développement des Vania Bridge, on ne dépense pas beaucoup d'argent sur les packaging ou quoi que ce soit. Nos produits, on les vend en vrac, la plupart, ou en bidon. Et là, avec nos clients parisiens qui achètent beaucoup de bidons, par une vingtaine de bidons de 5 litres, je demande de me renvoyer au moins les bidons, on a de deuxième vie. Donc, on ne dépense pas beaucoup de budget sur les packaging ou à communication à fond. Juste, on préfère que les produits soient de bonne qualité, qui parfument bien, avec taux de vanilline
très important. Et puis, c'est plus important que de vendre un peu de package de combien de grammes pour une gousse de vanille. Donc ça, et ensuite, Nicolas. C'est juste pour parler un peu de mon parcours. Donc, j'ai fait biochimie alimentaire à Madagascar. Et voilà, ma maman qui est encore là, mon papa qui était parti longtemps. Donc, ils sont agriculteurs. Hein. On avait des champs, des vanilles, des girofles. Et après, donc, j'ai eu de la chance de poursuivre mes études parce qu'on est 9. Donc, voilà. Et je suis sélectionnée pour aller à Shanghai. J'étais chercheuse là-bas pendant 3 ans. Et pendant ce parcours, j'ai fait l'extraction de la vanille. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Madagascar, on produit 80% de la production mondiale de la vanille naturelle. Et donc, si on perd cette notoriété vis-à-vis au vol, vis-à-vis juste on veut avoir d'argent, mais sans penser trop à la qualité. Et ça, c'est pas faute des producteurs. C'est juste ils sont pas assez informés sur la vanille. Et donc, si on perd cette notoriété, ça veut dire qu'on perd beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de faire quelque chose lié à mon pays. Je fais la vanille, extraction. Quelle méthode d'extraction pour avoir la vanille à 100% naturelle, mais on utilise moins d'énergie, on utilise moins de solvants organiques. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai publié un article scientifique sur les journaux académiques sur ces sujets-là. Et ensuite, j'étais encore là-bas, j'étais sélectionnée par Erasmus de l'Union européenne et c'est piloté par l'ESA, donc d'où je suis arrivée en France en 2014 pour poursuivre la Food Identity pendant 3 ans et je sors diplômée en 2017. Et j'étais encore étudiante, j'étais contactée par Juffard Angevin pour comprendre qu'est-ce qui se passe à Madagascar, Louéline. Parce qu'il a dit, c'est pas possible, la qualité qui n'est pas bonne. Et du coup, on a travaillé ensemble. Voilà, je voulais être d'abord salariée parce que c'était un peu juste diplômée, pas d'économiste, lancée dans l'entrepreneuriat, c'est un peu risqué. Bon, j'étais soutenue par l'ESA, que je souhaite encore remercier. Allez, Louéline, vas-y, voilà, il y a des débouchés derrière. Donc, les enseignants de l'ESA, Driss, qui m'a bien orientée. Je me souviens, Céline Brasse, quand je sors de ma soutenance, j'ai parlé déjà un peu projet avec M. Picoé et Céline. Ensuite, donc, j'ai créé la société en 2018. Et quelques mois après, j'ai eu les prix avec M. Ciré, là, donc c'était dans cette même amphi, c'était prix de l'innovation. J'avoue quand même, première année, c'est toujours difficile hein, pour les étudiants qui veulent se lancer, c'est possible, mais il y a toujours cette difficulté, c'est à surmonter. Donc, en 2019, c'est un peu moyen par rapport au chiffre d'affaires. Et comme je ne suis pas française, étrangère, donc je n'ai pas droit ni pour l'emploi ou je ne sais pas. Donc, j'ai vu avec mes petites économies et c'était risqué, mais j'ai essayé de le faire. Et le fait qu'il y a des gens qui nous accompagnent et qui nous boostent quelque part, quand j'ai été primée à Green Startup, prix de coup de cœur du jury en 2018, et c'est juste 3 mois après, 3 semaines, qu'on a fait 3 semaines de formation à l'ESA. Ensuite, Driss qui m'a forcé un peu à aller, nous présente ton projet au Parc Expo à Green Startup. Je suis venue, c'était prévu quelqu'un qui va présenter mon projet, mais il était absent. Les matins même, j'ai pas le choix, il faut que je pitche mon projet. Et après 48 heures d'entraînement à fond, je suis sortie mon projet avec quelques coéquipiers, sorti premier prix coup de cœur des jurys, ils étaient 11 membres des jurys, j'étais surpris et du coup qui donne cette force il y a quelque chose de potentiel et j'ai envie d'aller encore plus loin. Et donc l'histoire, c'est parti comme ça. En 2019, j'ai pris des créations d'entreprises et puis les prix de l'initiative par Crédit Agricole, ce qui était en 2019 aussi. Et récemment, donc, avec la CCI, ma société aussi, qui a eu un prix des espoirs de l'économie de la région Maine-et-Loire. Et donc, tout ça, c'est vraiment cette espèce de synergie entre l'écosystème et la proximité, parce que, tu peux passer, Nicolas, c'est quelque chose que je mets en avant, d'être entouré de l'écosystème. Donc là, sur la photo avec Driss et l'équipe technique de l'ESA, donc Sylvain,
qui m'accompagne beaucoup sur la partie technique, si j'ai envie de commander des trucs pour faire les analyses. Donc, j'ai compte sur eux pour m'aider pour ça. Et puis, j'accompagne aussi pas mal des étudiants de l'ISTOM, de l'UAE à Nantes, sur des projets de l'école à faire. Donc, ils demandent des sujets qui est utile, les CRM qu'on utilise aujourd'hui auprès des Vanier Bridge. C'est CRM qui est installé par ces gars, 8 étudiants de l'UAE à Nantes. Donc, l'ISTOM qui a fait le business plan. Et puis, voilà, Nicolas et Marie, qui nous accompagnent toujours sur la partie développement et technique aussi. J'ai eu Carole, qui est maître distillataire de Cointreau. Donc, qu'on s'échange beaucoup parce que Cointreau, c'est emblématique d'Angevin. Donc, pour moi, c'est très important d'être entouré par ces gens-là, grande école, des sociétés et tout ça, pour garder un peu son équilibre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme un bateau pour moi. Donc, dès qu'on bascule, on risque de tomber. Donc, quand on est bien dans une synergie locale ou internationale ou avec son pays d'origine ou quoi que ce soit, on se sent un peu rassuré. Voilà. Je passe. Oui, c'est pas. Donc voilà, j'ai terminé mon intervention. Donc j'ai mis un peu l'adresse où notre bureau, c'est à Saint-Léonard. Et puis tous les gens qui nous soutiennent depuis la création. Tu peux passer. Ouais. Et ben voilà, donc j'ai mis quelques photos de nos produits. Donc là, donc on a des chocolats. Donc on fait aussi chaque année, on fait des campagnes un peu pour les publics qui veulent découvrir nos produits, qui veulent changer un peu les cadeaux de fin d'année ou quoi que ce soit. On lance ça cette année. Donc on a la liqueur des Juffards et puis on a l'été donc qui est bio, qui est dans notre village là où l'entreprise. Et puis on a du chocolat qui est fabriqué par une entreprise angevine, donc ils utilisent nos extraits de vanille. Donc on essaie s'entraider entre les entreprises locales pour voilà, développer ensemble. Et dernier mot, je souhaite encore remercier tous les enseignants de l'ESA qui m'ont accompagné depuis là 3 ans, 3e année. L'entreprise qui a franchement des bonnes santé malgré la crise. Voilà, on a multiplié notre chiffre d'affaires, voilà, très bien. Et probablement, il y a recrutement des stages à partir de janvier 2022, des profils plutôt techniques parce qu'on a beaucoup de demandes des arômes famines, de cosmétiques artisanales. Donc, on a juste extrait pour l'alimentaire, nos extraits aujourd'hui, mais il y a beaucoup de demandes. Il y a des Canadiens, des Allemands qui nous demandent des arômes pour les cosmétiques. Et ce n'est pas du tout la même réglementation que l'agroalimentaire, d'où donc c'est l'ouverture de ces stages pour 6 mois de recherche un peu sur les profils aromatiques d'extrait de vanille pour les cosmétiques. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup. Merci, merci Noéline. Du coup, je te laisse passer. Il y a du gel pour se désinfecter les mains entre eux. Voilà. Merci Noéline, c'est toujours super sympa d'avoir de tes nouvelles. C'est vrai que ça fait maintenant 3-4 ans, voire même plus qu'on te suit. On est vraiment heureux de t'avoir en incubation du coup à l'ESA. Tu as tout à fait raison de préciser qu'en fait, et aussi je me tourne du coup pour les étudiants entrepreneurs actuels, c'est hyper important de savoir que vous avez un établissement qui vous entoure, qui peut vous apporter soit de l'expertise, soit aussi un regard humain pour vous challenger. C'est ce que vit Noéline et c'est ça aussi qui apporte l'incubation un peu plus tard pour grandir. Et aussi l'importance de l'écosystème au-delà de l'école, c'est la mise en relation avec voilà, la Technopole, Aldev, si vous avez un projet dans la région, ou même d'autres écosystèmes si c'est pour une implantation en national, voire à l'international. Donc c'est là aussi que l'école peut aider. Alors du coup, on va changer un peu de domaine. Hein, on a un peu trop les pieds sur terre à l'ESA. Hein. Donc on va essayer de partir un peu en mer avec du coup Morgan.
de l'école du design qui va nous dire un mot sur son projet. Donc vous l'avez compris, on travaille avec l'école du design. Il y a Dolly Daou qui est là, donc qui est anciennement du Food Design Lab de l'école du design avec qui du coup on travaille, toute l'équipe du campus d'agriculture. Du coup on est ravis de mettre en valeur aujourd'hui le projet de Morgan. Voilà. Donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci déjà à toute l'équipe du campus des agricultures de m'accueillir ce soir et à toute l'équipe de l'ESA. Alors effectivement, donc moi je vais partir plus sur un domaine un petit peu différent qui est plus lié à la mer parce que je suis plus spécialisé sur l'aquaculture et principalement sur la conchiliculture, donc la production des coquillages. Et je vais prendre aussi un tournant un peu différent parce que je ne vais pas vous parler avec le point de vue ingénieur, mais avec le point de vue designer. Donc c'est deux métiers qui sont complémentaires. Moi je travaille régulièrement avec des ingénieurs sur les projets. Donc voilà, on m'a demandé de venir pour vous montrer un petit peu du coup justement les différents points de vue entre ces deux métiers. Donc je vais vous parler principalement de la société Malakio que l'on a cofondée avec Hugo Karmarek qui est un ami d'enfance. Alors on a créé la société en septembre 2020, donc ça fait un tout petit peu plus d'1 an. Alors moi j'ai le profil de designer parce que j'ai fait donc effectivement l'école de design Nantes-Atlantique avec Dolly qui est ici présente. Et Hugo donc qui est mon pote et maintenant mon associé, lui il a un profil plus commercial parce qu'il a fait donc l'IAE en commerce international. Donc moi après mon école de design j'ai passé 1 an à travailler sur un projet de fin d'études avant de me lancer sur ce projet, et Hugo lui sort directement de l'école, il avait commencé à travailler sur le projet 6 mois avant de sortir de son école, donc on a un peu les profils aussi de plus étudiant maintenant, mais ça fait pas longtemps qu'on a fini les cours, donc on se retrouve un peu dans le public qui est ici ce soir. L'idée c'était vraiment pour nous de trouver un projet sur lequel on trouvait du sens, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien partir travailler chez Chanel ou chez des grandes entreprises pour gagner beaucoup, pour être dans des situations très stables et très sécurisantes, mais on avait vraiment besoin de sens dans ce qu'on fait. Donc on a décidé avec Hugo de travailler sur la revalorisation des coquilles d'huîtres, coquilles de moule et des coquilles Saint-Jacques. Parce que donc au-delà du fait d'être passionné par l'océan et de beaucoup aimer déguster les huîtres, on s'est rendu compte, moi quand je travaillais avec mon beau-frère qui est ostréiculteur à Noirmoutier, que la quantité de coquillages qui étaient jetés était monstrueuse en France. Ça représente à peu près 135 000 tonnes de coquillages qui sont jetés, qui sont incinérés chaque année en France. C'est un gaspillage qui est énorme quand on sait que c'est une matière première qui est locale, qui est renouvelable, naturelle, étanche, résistante à la chaleur, esthétique, qui a énormément d'avantages. Et qu'à côté de ça, on va récupérer des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde ou des matières premières qui sont extrêmement nocives pour faire des objets de design. Donc nous on voulait vraiment travailler sur ces projets-là de revalorisation pour avoir un impact principalement écologique mais également sanitaire et social. Sanitaire parce que il faut savoir que généralement donc, les producteurs, parce que ça leur coûte cher de traiter ces coquillages, les rejettent à la mer, ce qui risque de créer des virus qui vont par la suite venir tuer leur parc. Donc en fait ils jouent toute l'année à la roulette russe. Mais en même temps, il faut savoir également qu'à côté de ça, ils sont obligés de payer à peu près 140 € la tonne de coquillages qu'ils vont jeter. Donc pour un gros producteur, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros à l'année. Donc ils sont un peu sur cette balance de on n'a pas envie de le jeter, mais en même temps, ça nous fait perdre de l'emploi de les traiter. Donc ils sont un peu au bord de la falaise. Donc nous, on vient les aider en récupérant gratuitement les coquillages pour venir les revaloriser par la suite. Notre proposition avec Hugo, c'était de créer un premier projet vraiment à notre échelle pour avoir de l'impact à notre échelle. En tant que, jeune diplômé, on a très peu de moyens financiers, on n'a pas forcément un entourage encore qui est énorme au niveau professionnel. Donc on a voulu faire vraiment avec ce qu'on savait faire, c'est-à-dire développer une alternative aux matériaux nocifs, et donc en créant un composite qualitatif et durable majoritairement constitué de coquillages recyclés. L'écosystème du projet, il est extrêmement local. On a créé la société donc l'an dernier à Brest
parce qu'on avait un local gratuit là-bas, depuis 3 mois maintenant, on est à Bouguenais au sud de Nantes, où on a un atelier donc, vraiment sur lequel on va faire le design et la fabrication des objets. Et tous nos producteurs avec lesquels on travaille sont vraiment sur le tour de la Bretagne, la Vendée et la Loire-Atlantique. Ce qui nous permet d'être sur un rayon extrêmement proche et surtout ce qui nous permet d'être en relation quotidienne avec nos producteurs. On arrive à assurer une traçabilité extrêmement précise sur la fabrication de nos objets. Donc on s'est fixé surtout une règle par rapport à l'impact, c'est de ne jamais aller chercher des coquillages sur l'écosystème naturel. Donc on va jamais, même s'il y a des coquillages, malheureusement quand je me balade des fois sur la plage, j'ai envie de les mettre dans mes objets parce que les couleurs sont incroyables. Mais on s'est vraiment fixé cette limite. Voilà, c'est une règle dans l'impact. Il faut surtout que ce soit un impact positif et jamais négatif. Donc c'est uniquement avec des producteurs et des restaurateurs. Ça représente déjà suffisamment de travail. Et donc à partir de ces objets, à partir de ce matériau, pardon, on fabrique plusieurs types d'objets. Donc nous on a pris le parti pris pour maîtriser la totalité du projet, de partir de l'approvisionnement, le nettoyage des coquillages, le broyage des coquillages, la réalisation du design, la fabrication, la commercialisation et ensuite le SAV. Donc on était 2 quand on s'est lancé, aujourd'hui on est 4, donc on a embauché 2 personnes cette année. Mais c'était un peu, moi je vous déconseille, avec un peu de recul, je vous déconseille de chercher, si vous lancez vos entreprises et que vous êtes 2 et que vous n'avez pas de moyens financiers énormes, je vous déconseille vraiment de chercher à tout maîtriser parce que c'est impossible, à moins d'être totalement insomniaque. Donc je vous déconseille ça. Par contre, je vous conseille vraiment d'avoir un point de vue extrêmement précis, de connaître tous vos fournisseurs. C'est-à-dire que là, par exemple, maintenant, on recycle toujours des coquillages, on les broie toujours par nous-mêmes, mais on a également un sous-traitant qui nous aide quand on est un peu en rupture de stock, quand on n'arrive pas à l'avoir. Par contre, on a visité son usine, on a parlé avec les producteurs avec lesquels il travaille, on sait comment il fonctionne, et ce qui permet de ne pas avoir des mauvaises surprises, parce qu'on a plusieurs personnes qui travaillent sur du recyclage, par exemple, de plastique, et qui ne savent pas d'où vient le plastique. Donc parfois, le plastique, il part de France, il va être, par exemple, remis en granulé en Chine, et il revient pour être recyclé. Donc, une fois de plus, l'impact qui part sur une bonne idée finit en fait par devenir un impact négatif. Et donc nous, ce qu'on fait sur la fabrication, donc on a fait principalement, on avait envie de travailler sur cette boucle de partir du producteur et du restaurateur, de passer par le design pour revenir sur les tables des producteurs et des restaurateurs. C'est pour ça que en fin d'année dernière, on a lancé une première gamme d'art de la table avec des dessous de verre, des dessous de plats, des socles de bouteilles, des bougeoirs, etc. Et on fait également plusieurs projets sur mesure, type par exemple, je ne sais pas si vous suivez Top Chef, mais Guillaume Pape qui a fini finaliste il y a 3 ans et qui a un restaurant à Brest qui nous a proposé de travailler avec lui sur la réalisation d'un plan de travail. Donc c'était le premier qu'on a fait. Maintenant on réalise des plans de travail, des plans de vasques, des tables. Tout est fabriqué en France. Donc on continue toujours à faire toute la fabrication. Et on travaille donc principalement avec des restaurateurs étoilés ou avec des restaurateurs gastro. Ce qui nous permet en fait de parler vraiment d'artisanat avec eux, parce qu'ils sont aussi sur ils ont des process également artisanaux, donc ils comprennent, en fait eux ils mettent une valeur ajoutée par exemple aux petites imperfections qu'il peut y avoir sur un plan de travail, parce qu'eux aussi dans leur plat ils ont des petites imperfections. Donc nous en tant que designer et en tant que commerciaux, on avait vraiment une envie, c'était de ne pas nous trahir, de ne pas partir sur l'industrie parce que ça correspond juste pas à nos valeurs, ce qui n'est en aucun cas un crime de partir sur l'industrie, loin de là. C'est juste que ça correspondait pas à nos valeurs, donc nous on a décidé de partir vraiment sur de l'artisanat et de travailler en constant échange avec les producteurs, les restaurateurs, que ce soit pour l'approvisionnement ou pour les commandes, avec les consommateurs. L'objectif sur le long terme pour Malakio, c'est pas moi en tant que designer, j'ai pas cette vision du faire une méga entreprise, parce qu'on a plus une vision assez organique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que on s'inspire un peu, nous, dans notre façon de faire, de tout ce qui va être les forêts, par exemple. On voit très bien que si on a un grand arbre qui pousse tout seul au milieu d'une prairie, certes, il va pousser beaucoup plus vite, il va aller beaucoup plus haut, peut-être, mais par contre, à la première tempête ou à la première canicule, il risque de
il risque de dépérir parce qu'il ne va pas y avoir la protection autour. Donc nous, aujourd'hui, on a lancé Malakio, qui est parti vraiment par le design, mais là, on est en train de lancer donc également une industrie de recyclage de coquillages. Donc on est en train de créer un petit groupement pour faire une coopérative, pour faire vraiment une filière de recyclage de coquillages au niveau national, où là, par contre, ça va passer sur différents systèmes. Donc, entre autres, là, on travaille beaucoup avec des agriculteurs, avec des éleveurs, pour apporter du calcaire par rapport aux élevages par exemple de poules ou par rapport à la fertilisation des champs. Donc on revient, en fait, on arrive à toujours rester au final dans le cycle alimentaire. Je ne sais pas s'il y avait encore une slide. Oui, et donc par rapport à l'entrepreneuriat impact également, donc effectivement Nicolas vous a parlé tout à l'heure du groupe Move. Nous on est accompagné par le programme Live for Good à Paris, qui est un programme qui est chaque année et qui accompagne 50 entrepreneurs à impact. Donc si vous lancez votre société et que vous avez moins de 30 ans et que vous avez pour objectif d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement ou sur la santé, n'hésitez pas à les contacter parce que donc ils vont mettre un tuteur. Ils nous accompagnent ensuite pendant 9 mois sur un accompagnement qui est vraiment quotidien avec des rendez-vous très réguliers pour nous aider déjà à cadrer l'entreprise et aussi, et voire surtout, avoir un impact positif sur le contexte global actuel, ce qui fait pas de mal. Donc en tant que designer, voilà, donc nous vraiment l'idée en tant que designer quand on veut créer une société, du moins c'est ma façon de voir les choses, on a plusieurs leviers pour avoir de l'impact. La première chose c'est de penser et imaginer des solutions. Ensuite de faire vraiment un travail de recherche, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment de la recherche. On pense souvent que le designer fait des belles chaises et puis des beaux canapés, ce qui peut être le cas, mais un designer va également avoir le potentiel d'aller chercher vraiment les problèmes, de faire un travail de thèse. Ensuite de rassembler les acteurs, parce qu'on nous a appris ça donc à l'école de design, c'est vraiment de rassembler les acteurs, en grande partie donc des ingénieurs, mais ça peut être également des architectes, des médecins, des agriculteurs. Puis de créer à partir de tout ça, de créer vraiment une solution, de la structurer et ensuite de raconter et de diffuser la solution. C'est-à-dire que c'est là où les ingénieurs m'appellent, enfin je les appelle plus sur les premières parties, ils m'appellent plus sur les dernières, parce que c'est vraiment également ce qui est important, c'est de savoir vraiment raconter son projet, de réussir à créer toute une histoire. Parce qu'il y a énormément de beaux projets, moi j'en vois beaucoup dans les startups qui ont des projets qui sont exceptionnels, sauf qu'il n'y a pas d'histoires qui sont vraiment créées derrière. Et donc voilà, nous en tant que designer, on a aussi un gros rôle là-dessus, c'est-à-dire de créer tout un storytelling à partir d'un projet qui nous plaît et qui nous parle. Donc merci à tous pour votre écoute et pour votre temps. Merci Morgan. Je propose qu'on poursuive avec Armand Sachaud du coup d'Aptimise et puis on prendra un peu les questions à la fin, ou encore mieux, si vous restez avec nous du coup au moment du cocktail et de la réception, vous pourrez poser vos questions directement aux entrepreneurs. En tout cas, merci Morgan pour ce témoignage. C'est pas moi en tant qu'enseignant en marketing qui dirait le contraire que le storytelling, le marketing c'est du storytelling. Donc il faut avoir ça en tête et c'est vrai qu'on se bat aussi pour ça également dans une école d'ingénieurs. Armand, bonjour, bienvenue. Je te donne le micro. Alors comme Noéline, on te connaît assez bien, on connaît assez bien Aptimise, mais aujourd'hui en fait c'est plus sur un point précis en fait qu'on souhaitait entendre, c'est sur l'impact sociétal d'Aptimise et non pas l'aspect tech quoi. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci Nicolas. Donc bon, en effet, je pense que pas mal d'entre vous me connaissent déjà. Je vais quand même me représenter vite fait, représenter un petit peu Aptimise parce que bon, ça permettra un peu de mieux situer la suite. Donc Armand Sachaud, je suis un des cofondateurs d'Aptimise. Je suis fils d'agriculteur, mes parents sont polyculteurs éleveurs en Vendée. Ils ont toujours été très sensibles à la question du temps de travail et de l'organisation dans l'exploitation. Et évidemment, ça a un peu transparu sur moi. J'ai toujours été aussi un peu convaincu de ça, faire attention pour maîtriser, gagner du temps libre, optimiser la rentabilité horaire sur l'exploitation, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles j'étais très sensible. Et ensuite, donc, je suis venu à l'ESA. J'y ai rencontré mes deux associés actuels, Mathieu et Simon, qui tous les deux sont aussi fils d'agriculteurs, en polyculture élevage de la même manière, tout autant sensibles à la question du temps de travail et de l'organisation.
Et en fait, lors de nos études à l'ESA, on a pu voir que cette problématique du temps de travail, de l'organisation de l'agriculture, elle était beaucoup plus large, elle dépassait en fait nos simples exploitations familiales. Et voilà, on avait vastement échangé, notamment lors d'un cours de compta en dernière année, comme quoi parfois blablater en cours, ça peut être assez intéressant. C'était en rapport avec le cours, hein, donc on était dans le bon. Et voilà, on se disait qu'il manquait toujours un aspect qu'on évoquait rarement dans la gestion des exploitations agricoles, c'était cette question du temps de travail. Et on a eu l'opportunité, en fait, grâce à l'ESA, de participer à un hackathon. Donc, Noéline en parlait tout à l'heure, elle en a fait un également. C'est un peu la même chose pour nous. Et en fait, ce hackathon-là, on n'adhérait pas forcément au projet qui était présenté. Ils étaient somme toute très intéressants, mais pour nous, ils ne représentaient pas un vrai enjeu, un vrai moteur, un vrai impact dans l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va peut-être essayer de proposer notre propre idée pour aller travailler sur cette question de l'organisation et du temps de travail. Et là, l'ESA nous a évidemment bien motivés, bien accompagnés pour le faire. Et en fait, c'est à partir de là que tout a démarré. Ça nous a permis de bien nous mettre en réseau, d'être accompagnés pour démarrer, d'avoir des tremplins vers d'autres concours. Et on s'est lancé pour mettre en place Aptimize. Croyez-moi, c'était la décision la plus dure, se dire on se lance ou on se lance pas. Une fois qu'on est lancé, on fait tout pour que ça avance. Bref, on a commencé Aptimize donc en 2018. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Aptimize, qu'est-ce que c'est? Je vous parlais du temps de travail qui est un vrai enjeu en agriculture. C'est aussi quelque chose de très difficile à maîtriser. Pourquoi? Parce qu'à la différence d'une industrie ou d'une entreprise, c'est un métier manuel, on bouge toujours, il y a des aléas climatiques, temporels, etc. Donc c'est vraiment compliqué de mesurer son temps de travail. Pour autant, c'est la base pour pouvoir arriver derrière l'optimiser et à le gérer. Et en fait, Aptimize, qu'est-ce que c'est? Aptimize, c'est une application qui permet de mesurer automatiquement, de manière 100% autonome, donc sans aucune saisie, le temps de travail que l'agriculteur passe sur chacune de ses activités, pour ensuite lui fournir différents outils d'analyse. Concrètement, pour faire simple un petit peu sur le fonctionnement, c'est pas magique, hein, mais l'application, on la met une fois sur le téléphone de l'agriculteur, le jour où il l'installe. Derrière, il n'y touche plus jamais. Elle se démarre toute seule le matin, même la nuit s'il va dans sa ferme pour un vélage, etc. Ça se démarre tout seul, on n'y touche absolument jamais. Le seul critère qui peut faire qu'elle s'éteigne, c'est si jamais le téléphone devient HS. C'est-à-dire que même s'il se coupe parce qu'il n'y a plus de batterie, ça se remet en route tout seul dans tous les cas. Donc on touche vraiment à rien, et notamment grâce à la géolocalisation, en fonction de l'endroit où on se situe dans l'exploitation, l'application vient déterminer l'activité et la tâche que réalise l'agriculteur et enregistre le temps qu'il y passe. Voilà, pour le coup, on s'en saisit. S'il y a des questions plus précises sur le fonctionnement, on pourrait y revenir tout à l'heure. Nicolas a raison, le but est d'aller un petit peu plus loin. Mesurer le temps de travail, c'est bien, mais pourquoi faire? Eh bien, il y a aujourd'hui 3 raisons à ça. Alors la première, c'est bien évidemment d'optimiser et d'apporter de la compétitivité aux exploitations agricoles. Pourquoi? Parce que le temps de travail, on peut venir le croiser avec des éléments techniques pour aller investiguer et améliorer l'efficacité technique des productions, le temps par vache, le temps par hectare. On peut le croiser avec des données économiques pour aller travailler sur sa rentabilité horaire. On peut faire des comparaisons entre exploitations pour trouver des leviers de progression sur son organisation et surtout les mettre en parallèle avec ses propres objectifs. Ça, c'est vraiment le premier aspect, plutôt à l'échelle du global des exploitations. Et ensuite, il y a 2 aspects qui sont pour le coup un peu plus impactants, et c'est aujourd'hui des choses qu'on retrouve beaucoup et sur lesquelles on travaille surtout beaucoup. C'est à la fois réussir le défi du renouvellement des générations en agriculture, parce que comme vous le savez, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite, il n'y a pas forcément beaucoup de repreneurs, c'est pas un métier, c'est un métier auquel on cherche à redonner de l'attractivité. Et la deuxième question, c'est le fait de défendre une juste rémunération du travail des agriculteurs. Et ça aussi, on en parle pas mal dans le cadre des états généraux d'alimentation, surtout avec la loi Egalim notamment. Ces 2 aspects-là, pour nous, ils sont capitaux. Et je vais insister un peu plus sur la partie juste rémunération du travail, parce qu'on parle souvent de juste rémunération des agriculteurs. En effet, je suis d'accord, c'est super. Mais pour nous, chez Aptimize, il faut aller plus loin. Une juste rémunération des agriculteurs, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire si on ne parle pas d'une juste rémunération du travail des agriculteurs? Ce qui a une importance, c'est bien le travail. Et pour le coup, nous, on trouve que c'est super important de venir le prendre en compte. Aujourd'hui, on entend parler dans les négociations commerciales entre les grandes surfaces et les transformateurs, par exemple, on entend souvent parler des négociations qui disent on vise à rémunérer les agriculteurs à hauteur d'un SMIC ou à hauteur de 2 SMIC. Eh bien, c'est très bien. Évidemment, on cherche toujours à valoriser au plus haut et c'est super. Mais quand on va défendre une valorisation de 1 SMIC ou 2 SMIC pour un agriculteur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un agriculteur qui travaille 10 heures par semaine, ça va être beaucoup.
vous comprenez bien que c'est rarement le cas. Un agriculteur travaille plutôt 60, 70 heures, voire parfois même plus par semaine. Et à ce moment-là, quand on parle de rémunérer un agriculteur à hauteur de 2 SMIC, c'est pas forcément énorme. En termes de rémunération horaire, c'est parfois même minable. Et donc, c'est pas suffisant. Et finalement, c'est pas comme ça qu'on doit tourner le problème. Parce que, et c'est l'objectif aujourd'hui de la loi Egalim, c'est de prendre en compte le coût de production dans la mise en place d'un prix pour les agriculteurs. Et le coût de production, ça intègre le travail réalisé par les agriculteurs. Et donc ça, c'est quelque chose auquel nous, aujourd'hui, on s'attache beaucoup à valoriser. On a participé, on a été sollicité d'ailleurs par Serge Papin dans le cadre des États généraux de l'alimentation pour participer à la construction de ce qu'il a proposé aujourd'hui sur la loi Egalim. On a pu échanger aussi avec quelques députés sur ce sujet-là. Ça paraît vain comme ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est un vrai travail de fond et c'est quelque chose auquel on accorde nous beaucoup d'importance. J'ai envie de dire, ça va même en parallèle de ce qu'on fait sur la société. La société, on l'a fait tourner parce qu'elle a besoin de vivre et le but c'est d'accompagner les agriculteurs. Ça va même au-delà parce qu'on rentre aussi avec des convictions personnelles, nous, qu'on a par derrière. Et en fait, toute cette partie-là, petit à petit, ça aboutit à une prise de conscience justement de la valeur d'intégrer le temps de travail dans le raisonnement en agriculture. En témoigne si mes deux collègues qui ne sont pas là aujourd'hui sont sur un salon actuellement, ils ont eu un échange ce matin avec Julien de Normandie, justement pour évoquer ces deux sujets qui sont au tableau. C'est des vrais enjeux. Et aujourd'hui, voilà, ça commence à poindre un petit peu le bout de son nez. Je prétends pas qu'on révolutionne le monde. Pas aujourd'hui en tout cas, c'est ce qu'on espère évidemment demain, et c'est pour ça qu'on s'y attache. Mais voilà, la vraie importance de prendre en compte le temps de travail dans une entreprise agricole, ça peut avoir un gros impact sur le métier, parce que c'est comme ça qu'on vient défendre une juste rémunération du travail des agriculteurs. C'est pas seulement en considérant un coût de production qui va considérer seulement les machines. L'agriculture, c'est les machines, mais c'est surtout et avant tout des hommes, et ça évidemment, il faut le prendre en compte. La deuxième étape qui vient faire le lien avec le temps de travail, c'est le défi du renouvellement des générations. Là, pour le coup, c'est des initiatives nationales, c'est sûr, mais surtout beaucoup d'initiatives plus régionales, donc des choses qu'on met en place avec des régions, avec différentes régions en France, où en fait, le but, c'est d'aller accompagner les agriculteurs sur à la fois la transmission des exploitations, donc un cédant qui va transmettre son exploitation à un futur repreneur pour qu'il puisse transmettre une organisation, et également un futur installé pour que, avant de s'installer, il puisse savoir qu'est-ce que va être l'organisation sur l'exploitation. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, un des freins à l'installation, je crois que c'est pour plus de 70 ou 80% des jeunes agriculteurs, un des freins à l'installation, c'est le temps de travail et le fait d'être en permanence sur l'exploitation, etc. Donc c'est quand même un vrai frein aujourd'hui. Si on veut dynamiser et assurer ce renouvellement des générations, il faut évidemment pouvoir arriver à accompagner les agriculteurs sur ce sujet-là. Il y a plein d'initiatives, elles sont super, et je pense que le temps de travail vient complémenter un peu ces éléments-là, parce que justement, ça vient permettre à l'agriculteur d'avoir une vraie vision sur ce qu'il va faire. Ça lui permet d'une part de savoir comment s'organisait la personne avant lui sur l'exploitation. Alors, il peut y avoir du bon à prendre, il peut y avoir du mauvais, mais en tout cas, on a une vraie vision et on sait comment ça marche, on peut l'anticiper, et surtout, ça lui permet de se projeter, de faire des simulations sur qu'est-ce que ça va être pour lui demain dans son métier d'agriculteur. Et le fait de pouvoir se projeter sur l'organisation, ça permet de mettre en place une exploitation qui correspond à son projet de vie, à la fois par ce qu'on veut faire en termes de production, ce qui nous donne du sens, mais aussi par rapport à ce qu'on est capable de faire et comment on veut le vivre, notamment en termes de temps de travail. Bon, c'est un peu vague, vous l'aurez compris, c'est là que je vous parlais plutôt du projet, comment ça se concrétise. Tout simplement, il y a différents échanges avec des partenaires du monde paragricole, on fonctionne beaucoup avec eux, donc ça peut être à l'initiative de coopératives, de centres de gestion, de chambres d'agriculture, de régions, comme je le disais, d'interprofessions aussi, et également de syndicats, comme les jeunes agriculteurs par exemple, avec qui on travaille, avec qui on met en place des partenariats, justement pour aller à la fois promouvoir l'intérêt, la valeur du temps de travail dans le raisonnement, et également les accompagner sur l'outil pour leur donner des vrais outils pour être capables d'aller justement optimiser leur organisation, être capables eux-mêmes d'aller défendre justement une qualité de vie au travail. Ça, c'est un peu plus récent, mais on se rend compte qu'on a pas mal d'utilisateurs qui sont fiers de leur qualité de vie, qui ont réussi à optimiser pas mal de choses, qui se retrouvent à travailler beaucoup moins qu'avant. Certains même, on se demande un peu comment c'est possible, mais certains travaillent moins de 30 heures par semaine et pour autant ils en vivent très bien.
c'est pas le cas partout, on n'en parle pas forcément, c'est pas forcément des grosses exploitations, c'est même parfois des petites, mais c'est intéressant parce que ces agriculteurs-là, ils cherchent justement à aller défendre, à communiquer un petit peu ce modèle-là. Et voilà, le fait d'avoir des données sur le temps de travail, c'est un vrai levier pour qu'eux puissent aller en discuter avec leurs pairs. Et on se rend compte qu'on a parfois des agriculteurs aujourd'hui où le bouche à oreille marche bien, et ils nous disent, voilà, j'ai entendu parler par machin qui m'a dit que le temps de travail, il avait pu raisonner, etc. Et donc c'est un vrai levier parce que derrière, ils se rendent compte avec des chiffres que concrètement, on peut avoir des leviers pour l'optimiser, qu'il y a des gens à qui ça a servi et qu'il y a des gens aujourd'hui qui le défendent et qui défendent aussi une image de leur métier et voilà, qui défendent justement le fait qu'ils travaillent pas énormément, enfin pas énormément, on s'entend, hein, pour certains, travailler 50 heures semaine c'est peu, mais n'empêche qu'au moins ils défendent un équilibre par rapport à leur vie et voilà, ça c'est, je pense, quelque chose d'important et on continue évidemment à y travailler au quotidien. Bon, non, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur ces deux thématiques plutôt impactantes. Et bon, voilà, il ne faudra pas hésiter s'il y a des questions, que ce soit sur Optimise ou le reste, parce qu'Optimise, c'est une partie de ça, mais c'est aussi une partie plutôt accompagnement sur la performance dans les exploitations, la compétitivité. Il y a un impact un peu moins sociétal, mais il y a évidemment une valeur ajoutée pour l'agriculture. Merci Armand pour ce témoignage. Je vais... Évidemment, on peut, si vous êtes OK, on peut rester un petit peu plus et prendre des questions dans la salle. Sinon, petit mot de clôture et puis on se retrouve au cocktail. Comment vous voyez les choses? Qui vote cocktail ou questions dans la salle? Qui vote cocktail? OK, cocktail. Bon, enfin, juste quand même un petit mot. Merci aux entrepreneurs. J'y associe Colline du coup pour ce témoignage. Je pense que vous avez pu voir 4 témoignages très différents de comment pratiquer l'entrepreneuriat à impact dans des filières qui sont différentes, des métiers qui sont différents, des approches qui sont différentes. L'enthousiasme, l'engagement de chacun d'entre vous, ça transpire réellement. Mais c'est pas suffisant. Vous l'avez dit aussi, pour qu'il y ait de l'entrepreneuriat à impact, il faut déjà qu'il y ait un business model. Voilà. Donc il faut quand même raisonner avant tout sa valeur ajoutée économique et ensuite transformer cette valeur ajoutée économique pour qu'elle ait un impact positif sur l'environnement, la planète, ses salariés, les personnes qui nous entourent. Donc ça c'est extrêmement important, les deux doivent être conciliés. Voilà. Ça, si déjà on a pu transmettre ça aux futurs, donc aux étudiants entrepreneurs et à tous ceux qui souhaitent engager, jeunes ou moins jeunes, c'est super. Nous, au Campus Agriculture, on est très fiers d'encourager cette dynamique-là. On vous l'a dit, on va continuer du coup à aller voir nos mécènes et on serait ravis d'obtenir votre soutien aussi pour pouvoir avoir des moyens pour organiser un concours d'entrepreneuriat qu'on souhaite organiser à l'occasion du 8 mars 2022, voilà, qui s'appellera Concours d'entrepreneuriat à impact. Évidemment, on va filer la métaphore et puis on va continuer à travailler quand même sur cette notion-là parce qu'elle nous paraît hyper intéressante. D'autant plus que, pas plus tard que lundi, on a eu aussi le soutien de l'ADEME dans cette démarche-là. L'ADEME qui va fêter ses 30 ans en mars 2022 et qui elle-même aussi organise un concours qui s'appelle le Grand Défi écologique le 27 mars. Donc voilà, on va avoir un mois de mars qui va être sur cette thématique-là. Et d'ici là, du coup, on a besoin de vous. Hein. Et les entrepreneurs et en devenir aussi ont besoin de vous et de vos encouragements et de votre soutien, qu'il soit financier, matériel, idées. Comme l'a rappelé Jean-Marc au tout début, on se veut, nous, au Campus Agriculture, être une plateforme de circulation des idées, des financements évidemment, mais justement au service des étudiants et des alumni. Ça, c'est extrêmement important. Donc je vous remercie encore, je ne vais pas être plus long, je voudrais quand même dire un grand merci encore une fois à toute mon équipe qui a permis du coup la réalisation de cet événement et en particulier à une personne qui nous a rejoint au pied levé le mois dernier, qui s'appelle Thomas Picard. Thomas, est-ce que tu veux bien te lever ? Et sans Thomas, on ne serait peut-être pas là ce soir, voilà, aussi nombreux et aussi motivés pour aller partager des petits fours et discuter entrepreneuriat et impact. Voilà, je vous remercie. Ok, au-delà de Thomas, je propose d'applaudir toute l'équipe.